Nous avons le plaisir de recevoir Madame Dieynaba Beye Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que nos côtes sont trop grandes ou parce que nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour surveiller nos côtes? Je pense que l'espace de la Commission sous-régionale des pêches, c'est 3500 km. 3500 km, ce n'est pas beaucoup. Et je pense que le problème plutôt, c'est un besoin de renforcement de nos structures nationales chargées de la surveillance. Ils sont très faibles en moyens aériens, en moyens maritimes, en moyens de surveillance, disons. Et ils sont également très faibles au niveau de la capacité du personnel chargé du contrôle. Bon, ils n'ont pas assez de moyens. Et nous savons qu'aucun État aujourd'hui, à lui seul, ne peut surveiller de façon efficace et efficiente sa zone économique exclusive, ne peut surveiller de façon très efficace donc ses eaux sous juridiction nationale. D'où la nécessité d'optimiser les ressources qu'ils ont. Ou bien les États renforcent leurs moyens, et je pense qu'aujourd'hui, nous devrions insister sur le fait que les États doivent accorder une priorité au secteur de la pêche, parce que c'est un secteur qui est très dynamique. Nous voyons la pêche artisanale qui intervient de plus en plus. Avant, la pêche illicite, c'était la pêche industrielle. Maintenant, on se rend compte que la pêche artisanale également fait de la pêche illicite. Donc, nous sommes obligés non seulement de renforcer les agents chargés du contrôle aussi bien en mer qu'à terre, mais nous sommes également obligés d'optimiser les ressources. Alors, quels sont les blocages? Qu'est-ce qui bloque? Vous savez, comme je vous ai dit, aucun État à lui seul ne peut surveiller. Donc, d'où l'intérêt de faire de la coopération sous-régionale à travers la Commission sous-régionale des pêches. Le problème, c'est que la Commission a une stratégie. Sa stratégie, elle est institutionnelle, c'est le renforcement institutionnel, c'est-à-dire renforcement des cadres, renforcement des inspecteurs et des contrôleurs, renforcement des observateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont l'œil de l'État à bord du navire, mais également c'est d'organiser des opérations conjointes de surveillance. C'est ce que nous faisons actuellement pour optimiser les ressources des États membres. L'autre problème maintenant, c'est que les États n'accordent pas la priorité qu'il faut au secteur de la pêche. Et pourtant, c'est une source quand même de recettes, ça tout le monde le sait. Absolument. C'est quand même paradoxal que ça soit négligé. Oui, c'est ça le paradoxe. Par exemple, les valeurs, les captures aujourd'hui, c'est 1,5 million de tonnes par an. La valeur de ces captures-là, c'est 1,5 milliard de dollars. Et pour les exportations qui sont faites, c'est 350 millions de dollars que ça rapporte pour la sous-région. Et on se rend compte parallèlement à ça que la pêche illicite non déclarée, non réglementée, fait perdre à nos États l'équivalent de la valeur des exportations, c'est-à-dire plus de 300 millions. Aujourd'hui, on estime à 300 millions, et ça c'était dans les années 2010, 2009-2010, mais aujourd'hui, on peut dire que cette somme a cru de façon considérable. Oui, et ce qu'il faudrait, c'est, si on vous comprend bien, c'est une harmonisation des politiques de pêche. Et même là, c'est loin d'être gagné, parce que tous les jours, on entend un bateau ou des pêcheurs sénégalais à raisonner, ou plutôt l'inverse, des pêcheurs mauritaniens à raisonner. Moi, je pense Pourquoi il n'y a pas de cette harmonisation-là des politiques de pêche? L'harmonisation existe. Puisqu'au niveau de la Commission sous-régionale des pêches, je rappelle qu'il y a une organisation intergouvernementale avec 7 États membres. Elle a mis en place une convention qu'on appelle la Convention sur les conditions minimales d'accès. Les États se sont réunis en 1993, se sont mis d'accord pour dire qu'un État, un navire étranger qui veut pêcher dans les zones, dans la sous-région, devrait respecter un certain nombre de conditions. Et ces conditions-là sont prévues dans la Convention sur les conditions minimales d'accès. Il y a également la Convention sur le droit de poursuite maritime qui permet à un État,
sur le territoire duquel, dans les eaux maritimes duquel, un navire commet une infraction, il permet à cet État-là de le poursuivre si le navire veut se réfugier dans un État voisin. Donc, on a des instruments techniques qui existent, qui sont acceptés de l'ensemble des États membres. Ce sont des textes qui sont en vigueur. Le problème, c'est que les États ne les mettent pas en œuvre. Moi, je suis toujours inquiète quand j'entends les États nous dire qu'on a un navire qui a commis une infraction dans nos eaux, mais le navire a échappé, il est allé dans les pays voisins. Je vous dis, mais vous avez une convention qui vous permet de le poursuivre. On a la convention sur le droit de poursuite maritime qui vous permet de le poursuivre jusque dans les eaux du pays voisin. Continuez et invoquez la convention sur le droit de poursuite maritime. Est-ce que dans ce domaine aussi, la corruption ne fait pas beaucoup de dégâts? C'est une gangrène aussi, malheureusement. Vous savez, le secteur de la pêche, c'est un secteur, disons, c'est un secteur privé. Et qui dit privé, dit beaucoup d'argent. Et vous savez, un observateur qui est à bord, il représente l'État, on lui donne à peu près 100 000 ou 200 000. Je pense que si ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment imbu de fierté, qui a la conscience professionnelle, facilement peut tomber dans la corruption parce que un capitaine peut facilement le corrompre avec des sommes exorbitantes. Merci, Mme Dieynaba Beye Traoré, d'être venue sur le plateau de l'Incontournable ce soir. C'est fini. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, Inch'Allah.